Merci. Tout d'abord, je remercie mon amie Françoise Graziani pour cette invitation, une invitation que j'ai hésité à accepter parce que je ne suis pas un expert de Dante, mais je suis un professeur d'histoire du droit. Donc, il me souvient la sévère admonition de Alberico Gentili de se taire dans le domaine d'autrui. Il se référait aux théologiens qui osaient parler de droit international. Mais je pense que mon invitation est due à un petit livre que je me suis amusé à écrire quand j'étais président d'un réseau italien de relations euro-méditerranéennes dans le cadre de l'Andaline Foundation. Et alors, j'ai dû me mesurer avec les autres cultures. Donc, je me suis posé le problème, mais qu'est-ce que c'est que la culture italienne? Selon la définition d'Edward Tyler, la culture est l'ensemble des connaissances, des pratiques et des idées, des traditions artistiques, morales et juridiques qui caractérisent un groupe humain. La Constitution italienne, à vrai dire, ne indique pas quelles sont les idées et les coutumes qu'un citoyen doit adopter pour être considéré un vrai Italien. À différence d'autres constitutions dans la Méditerranée que pose la Constitution sous l'égide de la toute-puissante Trinité ou bien de Allah. Notre Constitution semble dessiner apparemment une communauté strictement politique et non ethnique. Définir le caractère ou l'esprit des citoyens comme aimaient le faire les voyageurs du Grand Tour au XVIIIe et XIXe siècle n'est pas affaire d'un État qui se veut pas seulement démocratique mais aussi libéral. La charte constitutionnelle va jusqu'à ne pas définir explicitement ce qu'est la langue officielle italienne, tout en protégeant les minorités linguistiques. Elle se limite à prescrire l'usage d'un symbole tel que le drapeau, c'est tout. Pendant des décennies, les anthropologues italiens, pas seulement les anthropologues français ou les anthropologues américains, par exemple Raymond Fabietti, ont pris une position de plus en plus claire et dure contre l'utilisation du terme identité, qui à leur avis est un mot malsain, malade, surtout lorsqu'il est associé à des concepts tels que l'ethnie ou la culture. Une invention forgée en composant des données réelles, en prétendant qu'elles soient éternelles caractéristiques. L'adjectif identitaire est utilisé maintenant par le mouvement de droite afin de promouvoir des politiques d'exclusion visant à défendre une prétendue pureté du peuple en opposition aux immigrés. Mais considérer l'identité comme une substance permanente, comme une essence à garder pure à tout prix, n'est pas la seule connotation possible de ce concept. Plutôt qu'un ensemble d'exigences à respecter, l'identité culturelle peut être comprise comme un patrimoine dont on peut profiter. Et ça, c'est le sens de notre Constitution, l'idée qui est à la base de notre Constitution. En fait, l'article 9 de la Constitution italienne stipule que la République favorise le développement de la culture et de la recherche scientifique et technique. Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la nation. Et il y a donc une nation douée d'un patrimoine culturel qui doit être protégé. Être italien a à voir avec la culture,
la recherche, le paysage, le patrimoine historique et artistique, non avec la race, non avec la religion. La réflexion théorique et la jurisprudence montrent de plus en plus clairement que le patrimoine culturel n'est pas constitué seulement de biens matériels et paysagers, considérés par un peuple comme un facteur d'identité, tel que le Colisée ou le golfe de Naples. Le patrimoine est également constitué de biens immatériels qui sont définis dans la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la protection du patrimoine culturel. Entre ces facteurs identitaires, émerge surtout la langue. Donc, au-delà des disputes théoriques, il est nécessaire de définir une identité collective, aussi relative et temporaire qu'elle soit, qu'il faut transmettre et préserver afin d'établir également des politiques et des pratiques sociales de dialogue interculturel. Il est possible d'identifier des caractéristiques culturelles communes, peut-être seulement imaginaires, mais détectables empiriquement avec les outils des sociologues. Si j'étais bouddhiste, je dirais que l'identité, bien sûr, n'existe pas. Mais si j'étais le Bouddha même, je dirais, bien sûr, l'identité n'existe pas et la non-identité n'existe pas de même. Pourtant, c'est un problème que beaucoup d'Italiens ont du mal à affronter en termes rationnels. Et pas seulement de nos jours. L'identité nationale est pour nous un véritable tabou. Avant l'unification au 1861, l'idée prédominante était que l'Italie était une nation antique, ancienne, longtemps déchue parce qu'elle était divisée, mais elle sera un jour une pour les armes, la langue, l'autel, les mémoires, le son et le cœur di Manzoni dans son œuvre Marzo 1821. Il est évident que c'est une idée et définition qui aujourd'hui n'est plus crédible, surtout en ce qui concerne le son et la religion. Il est vrai que notre conception de la citoyenneté est liée au ius sanguinis, le droit du sang. Et ça signifie qu'un descendant d'Italiens ayant émigré à l'Éthiopie est italien juridiquement, mais un Éthiopien qui est né et élevé en Italie ne l'est pas. Cependant, peu de gens croient sérieusement aujourd'hui que nous sommes une race. Les Ariens méditerranéennes pures, comme disait Mussolini, comme fantasmé Mussolini. Bien sûr, la culture italienne est le produit d'une histoire complexe, des apports culturels en partie communs à toute l'Europe ou à l'Occident, Athènes, Jérusalem et Rome, selon Rémi Brague, et j'ajouterai aussi Milan, c'est-à-dire la civilisation municipale. J'ose dire donc qu'au moins à partir de Dante, notre identité culturelle est caractérisée par la langue, par l'art et par la civilisation municipale. Pendant des siècles, l'Italie, le pays le plus urbanisé du monde à l'époque, a été la terre d'élection d'une éthique de vie active, de bien-être bien mérité, qui a ses racines en partie dans le monachisme bénédictin, mais surtout dans l'expérience des communes. À la fin du Moyen-Âge, naît la tendance italienne à valoriser les productions caractéristiques, le goût local, le dialecte et les usages de la petite patrie. L'éthique du travail, l'esprit d'entreprise, l'utilité du commerce étaient déjà théorisés par Albertano da Brescia dans les Liber Consolationis 1246. Il était un marchand et en mettant un tertiaire franciscain, bien avant les prêches de Saint Bernardin de Sienne, pour rien dire des calvinistes, qui selon Max Weber auraient donné une base éthique au capitalisme.
Le particularisme municipal est notre ressource, mais aussi notre malédiction. Nous portons en nous l'orgueil et l'humiliation d'une grandeur passée, comme Giacomo Leopardi dans le discours sur l'état actuel des mœurs italiennes, 1824. Au cours des siècles, ce sentiment est resté plus ou moins stable, ravivé par le désastre de la Seconde Guerre mondiale. La chute du fascisme et la double occupation étrangère ont entraîné non seulement le nationalisme, mais aussi les mythes fondateurs du Risorgimento, pour rien dire le mythe de Rome. Depuis, un récit historique véritablement partagé a fait défaut. Les Italiens ont de plus en plus radicalement supprimé le problème de la nation et aussi celui de la souveraineté, considéré comme un fardeau dont il faut se débarrasser, ou que l'on rappelle de manière ludique lors des matchs de football. L'incertitude sur les données essentielles de l'identité culturelle va de pair avec la difficulté de définir nos intérêts nationaux. La notion même d'intérêts nationaux était presque annulée par la réforme d'un article de la Constitution en ce qui concerne le rapport entre les régions et l'État. Pour les étrangers, en revanche, il n'est pas si difficile de définir notre identité. Bien sûr, les Italiens existent. Ils possèdent toute une série de caractéristiques positives ou négatives, parfois transmises par la vaste littérature du Grand Tour. Généralement, les étrangers aiment l'Italie, malgré le fait qu'elle soit habitée des Italiens. Et selon l'enquête Be-Italy commandée par l'Agence nationale du tourisme en 2017, l'opinion positive atteint 84%. L'Italie est considérée comme le premier pays du monde pour la qualité de la vie, la créativité et l'imagination, et surclasse le Canada, le deuxième. À la question si vous gagnez à la loterie un séjour à l'étranger, où aimeriez-vous aller, 37% de la population mondiale répond en Italie, 32% aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est qui caractérise l'Italie? Pour 23%, la bonne cuisine, 16% les monuments, 16% la mode, 15% les arts, 7% le design, 5% la musique et le théâtre. Même les Italiens ne sont pas toujours aussi pessimistes que Leopardi. Ce qui ont relevé des enquêtes des dernières années sur les jeunes et les enquêtes surtout américaines sur ce que les Italiens pensent d'eux-mêmes. 93% des Italiens sont fiers de l'être. Ils ne savent pas exactement que signifie être italien, mais ils en sont fiers. Mais pourquoi donc nous sommes dépassés seulement des Irlandais, pas par les Français, mais par les Irlandais. Et lorsqu'on demande les raisons, beaucoup mentionnent l'histoire et le sport. 74% à mérite égal. Qu'est-ce qu'il faut pour être italien? Il faut adopter notre coutume pour 47%, la religion catholique seulement le 15%, et le 61% la langue. La langue, c'est la chose plus importante. Les Italiens ont donc l'impression que l'identité italienne soit littéralement un fait culturel qui n'a rien à voir avec la prétendue race ou avec la religion. L'héritage chrétien, la culture classique et le capitalisme sont des éléments que l'Italie partage avec de nombreux autres pays. Mais il y a certainement des traits culturels permanents, plus typiques. On nous reproche par exemple d'avoir un rapport problématique avec les règles, d'avoir tendance à l'individualisme et au familisme amoral.
Mais tout cela est assez discutable. Cela dépend des époques historiques, des enjeux géographiques et des contextes sociaux. Les Italiens, tout comme les Français, apprécient l'élégance de la tenue, du comportement, du design. Le Cortegiano de Baldassare Castiglione est traduit en français par initiative de François Ier, fils de Louise de Savoie. Le Galateo di Giovanni della Casa et la Civile Conversazione di Stefano Guazzo ont créé un modèle pour toutes les classes dirigeantes européennes, en particulier en Angleterre et en France. On a mentionné le bon mot English Italianized, Devil Incarnated, que est un mot attribué au précepteur de la reine Elisabeth, la première, qui parlait parfaitement italien, comme a été remarqué par les ambassadeurs de Venise, qui étaient admirés pour son maîtrise de la langue italienne. Le comportement typique du gentleman italien est la sprezzatura, c'est-à-dire auquel correspondra le modèle esthétique et éthique français du naturel, de l'honnêteté, qui triomphera au XVIIe siècle. C'est la facilité, par opposition à la pompeuse arrogance espagnole, le naturel étudié, mais aussi l'absence de dogmatisme qui permet d'improviser un raisonnement ou de résoudre un problème hors des schémas. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que, précisément parce que les gens du beau pays sont si différents, notre identité est surtout basée sur la langue, plus qu'un autre pays. La langue commune des classes instruites dans le pays entier a été créée par les lettrés à partir du florentin littéraire qui doit beaucoup voir l'établissement d'un canon littéraire aussi rigide. Pour les alphabétiser, le canon littéraire des 14e et 15e siècles, les trois couronnes, c'est-à-dire Dante, Pétrarque, Boccaccio, sera l'équivalent des poèmes homériques pour les Grecs. L'unité linguistique est pour Dante fonctionnelle à un projet politique, protéger le beau pays de l'arrogance des puissants voisins et lui rendre la place qui lui revient d'héritier de Rome. En 1310, Dante place ses espoirs sur Henri VII de Luxembourg. Devenu gibelin, Dante explique dans le De Monarchia et dans les lettres que l'Empire germanique est un ordre universel qui appartient spirituellement à Rome, tout comme l'Église, et est l'héritier de la Romana Civilitas. Seulement dans le cadre de l'Empire, l'Italie sera pacifiée et influente. Dans une lettre de 1310 adressée aux seigneurs et au peuple d'Italie, et dans celle de 1311 adressée aux maudits florentins, L'humilis italus Dante Salageri Florentinus et exul immeritus les exhorte à se soumettre à l'empereur. Et l'année, 3 années après, il invite les cardinaux italiens à élire un pape italien. Dans le De Monarchia, Dante postulait que le but fondamental de celui qui agit, c'est de se réaliser, de matérialiser le soi latent, son vrai caractère. Par conséquent, pour agir politiquement, dit-il, il faut d'abord se connaître, spéculer, littéralement se regarder dans le miroir. Dans le De Vulgari Eloquentia, Dante semble se demander qui sont les Italiens et donc ce qu'ils peuvent faire. L'œuvre, composée probablement à Bologne, date d'environ 1304, après la rupture avec les Guelfes blancs.
tandis que Pétrarque, qui disait que les Italiens étaient des Romains sans solution de continuité, Dante saisit avec plus d'acuité l'émergence d'un peuple présentant des caractéristiques originales dues à l'histoire et à la géographie. Les Italiens. Le terme italien est déjà utilisé en provençal par Brunetto Latini, mais n'entre dans l'usage pratique italien qu'à la moitié du XVIe siècle. Les Italiens avaient leur propre langue. C'était la langue du si, qu'avec la langue de Hoc et la langue de Hill, est une des grandes langues d'Europe après la destruction de la Tour de Babel. C'était une langue primaire, c'est-à-dire née spontanément et transmise des mères aux fils, tandis que les latins étaient une langue secondaire, c'est-à-dire artificielle. Dans le Convivio que Dante composait parallèlement au De Vulgari Eloquentia, il expliquait que le vulgaire d'Italie était la seule langue capable de diffuser la culture littéraire, politique et philosophique parmi toutes les personnes alphabétisées du beau pays, nobles et bourgeois, clercs et laïcs, mâles et femmes. Il sera, dit-il, le soleil nouveau qui apportera la lumière à tous ceux qui ne connaissent pas le latin. Dans le De Vulgari Eloquentia, Dante note que les Italiens ou latins étaient une série de peuples politiquement et culturellement divisés, mais tous fils d'une tradition commune qui remontait à Rome. Et tous parlent des variations de la langue du si. Les peuples d'Italie ne peuvent s'unir que sous l'égide impériale et revendiquer le rôle central dans l'Empire. Pour ce faire, ils doivent d'abord identifier une langue qui convient non seulement à la littérature, mais aussi à l'administration publique, dans laquelle toutes les personnes instruites en Italie pouvaient se reconnaître. Dante traverse toute l'Italie. À la recherche de cette hypothétique langue, comme un chasseur poursuivant une panthère suite à l'odeur. Mais quelle des 14 langues divisées en plus d'un millier de variantes est digne d'être élue? Dante consulte une carte géographique très évidemment orientée du sud au nord, ayant à nord la Sicile, en bas les Alpes, et divisée à moitié par la chaîne des Apennins. Et donc divisée en droite, c'est-à-dire l'ouest, et en gauche, c'est-à-dire l'est. Et alors, il examine et compare toutes les différentes langues avec des exemples très intéressants. Et il arrive même à comparer le dialecte bolognais dans la manière où on parle bolognais à Place Majeure et le bolognais qui est parlé dans un quartier très loin du centre. Et alors, quel était la véritable langue cardinale, dit-il, que les Italiens devaient utiliser. Comme vous savez, le De Vulgari Eloquentia est seulement seulement développé par 2 ou 3 chapitres. Il est mis à part quand Dante commence à écrire la Divina Commedia, la Commedia, comme probablement il disait. Il commence à écrire non dans une des langues italiennes,
dans un mélange de différents idiomes italiens. Il commence à l'écrire en on pourrait dire en florentin avec beaucoup de latinisme, beaucoup de néologisme, mais en florentin. Qu'est-ce qui passe? Il pensait probablement aux Bolognaises comme une des possibles langues communes. Pas au florentin, il disait que les dialectes tuscans étaient désagréables et le florentin était trop fier d'eux-mêmes. Absolument pas le romain qui était le affreux, terrible, détestable, pas les Vénitiens, pas le sarde qui voulait imiter le latin comme un songe imite à l'être humain, etc. Donc on ne sait pas quel aurait été la choix final, mais quelque chose lui fait changer d'idée, c'est-à-dire la prise du pouvoir à Bologne du parti des Blancs, des Guelfes noirs. Et alors, il probablement voulait s'établir à Bologne et change complètement son attitude envers la ville de Bologne, change encore son attitude envers la maudite Florence et doit écrire en florentin. Mais la langue idéale donc, que ne résultera pas d'une fusion entre la langue d'Italie, mais de l'autre côté, une fusion entre les différentes langues et peuples de l'Italie est déjà en cours. Dans la commedia, Dante cherche souvent d'autres Italiens de différentes parties du beau pays. Il demande à Virgile, par exemple, dans le cercle des concussionnaires, s'il y a des latins. Y a-t-il des latins ici? Mais bien sûr, répond Virgile. Regarde là, voilà un moine de Sardaigne. Comme a été cité ce matin, le moine Gomita, un moine de la Sardaigne, qu'il considère dans l'Inferno en italien à partie entière. Dans l'Inferno, il donne une définition de surprenante précision de ce que signifie être italien. À Pisa, la honte des peuples, du beau pays, là où le si sonne. L'Italie est un pays d'une beauté particulière, d'une histoire et d'un rapport avec l'art particulier, où des gens différents utilisent le même vulgaire. Ce n'est pas le florentin familier, évidemment. L'italien restera pendant des siècles la langue des trois couronnes, imitée dans tout le pays, adoptée par les institutions de tous les États, imitée par tous ceux qui n'ont qu'une éducation de base. Il est doué d'une grammaire au début du XVIe siècle, le manuel de langue vulgaire du Vénitien Pietro Bembo, rédigé à la cour des ducs d'Urbino. Il est devenu la langue officielle dans les différents pays d'Italie en 1554 à Naples, en 1765 en Corse, sans jamais remplacer les langues locales et le latin de l'Église et des universités. À vrai dire, l'Église n'utilisait pas le latin. Le latin, c'était la langue religieuse, mais pas la langue de l'enseignement et des prêches.
les prêtres prêchaient en italien ou dans une sorte d'italien, et l'enseignement dans les écoles religieuses dans toute l'Italie était donné, livré en italien, pas en latin ni dans les langues locales. Mais le vocabulaire de l'Académie de la Crusca, publié en 1612, paradoxalement, avait du mal à définir italien, la langue dans laquelle il a été écrit. C'est un paradoxe. Le vocabulaire de la langue parlée en Italie, au moins parlée par les gens cultivés dans toute l'Italie, n'est pas défini. Qu'est-ce que c'est? C'est l'italien, c'est le florentin, c'est en générique tuscan. Le vocabulaire ne le déclare pas, parce qu'il y avait un débat en cours entre les Florentins qui voulaient avoir le monopole de l'évolution et de l'interprétation de la langue italienne, et évidemment les autres Italiens qui voulaient avoir quelque chose à dire, même de Naples ou de Milan, dans l'évolution de la langue, on pourrait dire nationale. Le français a connu une évolution inverse, quand même très différente, et une langue officialisée par les institutions politiques et destinée par François Ier à la fonction de langue administrative. Lorsqu'au début du XVIIe siècle, la France s'est sentie capable de mettre fin à la suprématie culturelle italienne, les écrivains, à commencer par François de Malherbe, s'accordèrent sur le fait que le modèle ne devait pas être la langue écrite des savants, mais plutôt la langue naturelle, pour ainsi dire, des hommes et surtout des femmes cultivées, la langue parlée. Au contraire, l'italien, jusqu'à l'édition définitive du roman Promessi Sposi di Manzoni, resta toujours lié au canon littéraire du Moyen-Âge de la Renaissance. L'unité linguistique concernait sans doute les classes instruites. On peut dire, dans une certaine mesure, le même pour les arts visuels et pour la musique. Hors de la Toscane, à l'époque de l'unité, très peu de gens utilisaient l'italien comme langue maternelle parlée, mais beaucoup en avaient une connaissance rudimentaire et essayaient de l'utiliser lorsqu'il était nécessaire. Par exemple, quand ils parlaient avec des gens de différentes villes, de différentes parties d'Italie. Automatiquement, même les gens sans instruction suffisante essayaient de parler quelque chose de semblable à la langue toscane. L'italien était une langue écrite, tandis que le dialecte était parlé par tout le monde. Mais le dialecte des classes instruites a subi pendant des siècles un processus de toscanisation, très évident déjà au XVIe siècle, qui l'a rendu particulièrement semblable à l'italien. Les différents peuples parlaient dans chaque part du pays, et parlent, et même maintenant, deux différentes sortes de dialectes. Il y a le dialecte des classes moyennes et hautes qui est radicalement différent du dialecte du peuple, dans le sens des non-alphabétisés ou des personnes culturellement dépravées, même aujourd'hui. Ce n'est pas absolument pas un phénomène récent, il remonte au moins et documenté facilement au moins du XVIe siècle. Par exemple, même les paysans de Ruzzante dans la Bettia étaient fiers d'être paduans d'Italie, pavans de Taglia.
Et il était convaincu de vivre en Italie, donc d'être italien. Et dans le prologue de la Bettia, on rend grâce à Dieu d'être italien et mal. Parce que tout le monde sait que les femmes n'apprécient pas les toesques, c'est-à-dire les Allemands, n'apprécient pas les spagnaroli, c'est-à-dire les Espagnols, mais aiment les Italiens. Et non gli piace pas, non gli piace, et il déclare dans une langue presque vénitienne, non gli piace. Et après l'unité du pays, la lente généralisation de la langue italienne comme langue d'usage courant termine seulement en 1960, entre 1960 et 1968, grâce à la télévision. Et ce processus se sert aussi d'un canon littéraire évidemment plus ample, qui comprenait entre autres un ouvrage fondamental pour l'identité culturelle italienne, comme la Scienza in Cucina e l'arte del ben mangiare, un manuel pratique pour les familles par Pellegrino Artusi, 1891. Avant ce manuel n'existait pas de cuisine italienne. La cuisine italienne n'existait absolument pas. Et en Italie, il y avait des centaines de très différentes cultures culinaires, très différentes. Mais ce manuel a fondé l'idée d'une culture gastronomique unitaire qui s'est perfectionnée aux États-Unis dans le milieu des immigrés italiens qui de différentes régions qui ont reconnu dans ce manuel leur Bible culinaire. Aujourd'hui, il faudrait un autre projet pédagogique audace comme celui de Dante ou comme celui de Pellegrino Artusi, quitter le ius sanguinis et donner la citoyenneté aux jeunes immigrés ayant suivi un cycle d'études en Italie correspondrait parfaitement à l'ouverture et à le pluralisme intrinsèque de notre tradition culturelle. Une identité civique basée sur les valeurs constitutionnelles à la Habermas n'est certainement suffisante pour amalgamer les nouveaux Italiens avec la majorité des indigènes. C'est pourquoi il faut bien sûr avoir une bonne maîtrise de la langue commune et connaître et adopter en partie les mœurs nationaux. Mais en Italie, pour être bien intégré, il faut même prendre racine dans une des nombreuses et fortes identités locales. Et au beau pays, l'intégration ne fonctionnera qu'à l'italienne, c'est-à-dire avec un peu de confusion créative, ce qui permettra d'être par exemple à la fois italien, européen, marocain et napolitain. Merci.